Le Québec a changé et les immigrants aussi ont changé. Voilà le titre que j'ai choisi pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec vous. Elle est un peu spéciale cette vidéo parce que je l'ai déjà fait un peu en français, pardon, en darija arabe, mais j'ai décidé de la faire en français pour que ça puisse toucher le maximum de personnes francophones. Parce que l'immigration qui vient au Québec est majoritairement francophone. Et je trouve que c'est important que je puisse partager mon expérience avec l'ensemble de cette tranche d'immigration, si je peux appeler ça ainsi. Moi, je m'appelle Mounir. Pour ceux qui me connaissent, on m'appelle Moul Tarbouch. C'est comme ça que j'ai démarré la chaîne. Je suis ici au Québec depuis environ, ça va faire bientôt 22 ans que je suis au Québec. Donc, j'ai quand même assez d'années, assez divers pour que je puisse me permettre de partager avec vous votre expérience. Le constat est parti du fait que quand je faisais le tour des vidéos sur Internet, la plupart des vidéos que je trouvais qui parlaient d'immigration ou d'intégration ou le choix d'immigrer ou non au Québec, euh, soit en arabe, soit en français, étaient en grande majorité faites par des immigrants ou par des voyageurs, soit des touristes, soit des vlogueurs, soit des personnes qui sont ici puis qui viennent déjà avec l'intention de rester 2, 3 ans et repartir après. Et j'ai rarement trouvé des vidéos de gens qui sont là depuis plus que 5 ans ou 10 ans, à part quelques petites exceptions. Mais les exceptions que j'ai trouvées en grande majorité, ils étaient encore dans la démarche de, j'appellerais ça une autogratification. Ils étaient dans une démarche de se prouver à eux-mêmes à travers leurs vidéos qu'ils sont en train de réussir, et qu'ils ont trouvé le bon chemin pour réussir l'immigration et que puis je suis tout à fait conscient que c'est une étape et je la juge pas du tout, hein. C'est loin de moi l'idée de vouloir juger, dire ah, moi je vous apporter beaucoup plus. Non, non. C'est simplement parce que c'est un processus d'immigration qui est tout à fait normal. Dans les 3 premières années, on va essayer de se chercher, on va essayer de chercher son chemin, on va essayer de trouver des pistes pour se remettre en question, pour s'adapter, pour trouver des pistes d'intégration, pour se décider est-ce qu'on avait le bon choix ou non. Il y a plein de remises en question dans les 3 premières années. Et c'est des moments très difficiles que généralement, beaucoup vont arrêter là puis décider de repartir. Après 3 ans, on commence à se dire, bah, on est quand même sur la bonne voie, on a quand même trouvé des choses à faire, on a quand même trouvé des pistes, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, une certaine stabilité. Alors on commence à se centrer sur soi-même un peu plus. Et on commence à se dire, bah, on est content, on commence à réussir, ça se passe bien. Et voilà, donc c'est un processus qui est tout à fait normal à mon humble avis. Et quand on arrive au point de 5, 10 ans, à 5 ans et 10 ans, on commence à prendre confiance. Et là, on pense que ça y est, on a toutes les clés de l'immigration entre les mains, puis on a compris la société, et c'est bien, c'est juste un processus normal, comme je répète depuis tout à l'heure, parce que je ne veux pas que ça soit pris comme étant un jugement que je porte sur ces gens-là. Pas du tout. Vous êtes sur le bon chemin, si je peux dire. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Mais je pense qu'avec mes 20 ans de vie ici et mon profil, j'ai assez d'expérience et de trucs que je peux partager avec vous pour vous aider encore plus et surtout pour apporter un regard qui est un peu plus dézoomé, qui permet de voir l'immigration et l'intégration en toute sa globalité. Et si j'ai choisi ce titre aujourd'hui qui est l'immigration entre l'année où je suis arrivé en 2004 et aujourd'hui en 2026, c'est simplement parce que c'est un constat que j'ai et que même des amis qui sont là depuis presque 30 ans l'ont partagé avec moi aussi. C'est que l'immigration et le profil d'immigrant a beaucoup changé. Il y a tout un contexte, il y a plein de choses, bien sûr, on pourra l'expliquer, mais c'est définitivement plus la même chose qu'il y a 20 ans. Ça peut paraître, ben, c'est logique, c'est normal. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est normal qu'en 20 ans, l'immigration a changé. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne parle pas des défis qu'un immigrant doit avoir en arrivant dans un nouveau pays. C'est sûr et certain que ça va jamais changer.
c'est d'apprendre la langue, de trouver un logement, de trouver un emploi, de faire sa place, d'avancer dans sa carrière, de sentir qu'il se réalise, d'avoir des enfants s'il ne les a pas, ou de s'assurer que ses enfants s'intègrent bien. Donc, tout ça, c'est des défis qui vont jamais changer à travers le temps. Par contre, ce qui a changé, c'est vraiment la société d'accueil. La société d'accueil a beaucoup changé depuis les années 2000, au début des années 2000 et même les années 90 et aujourd'hui. Le Québec d'avant n'est plus le Québec d'aujourd'hui et je peux l'affirmer totalement. Il n'est pas devenu plus raciste. Le racisme a toujours existé au Québec. Je vous apprends rien. Ou peut-être j'apprends à certains qu'il y a toujours eu du racisme au Québec. C'est pas nouveau, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui ou des dernières années post-Covid. Non. Par contre, le racisme qu'il y avait avant, il était subtil et vraiment très, 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 très minime. Très, très, très minime. Je pourrais dire qu'en 15 ans, j'ai eu peut-être 2 événements que je peux qualifier de vrai racisme. Mais sinon, ça a toujours été une société très accueillante, très ouverte, très curieuse, avec ses codes, bien sûr, avec ses codes. Le Québec est un pays avec des Québécois et des gens qui sont réservés, qui ne sont pas fermés, ils sont réservés, ils sont pudiques au niveau relationnel. Mais une fois que tu fais un pas, ils vont faire 2 pas vers toi. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça dans les 15 dernières années. Moi, je commence à me sentir un peu vieux à parler de ça, mais j'ai vu plusieurs gouvernements passer. Moi, je suis arrivé avec le gouvernement Charest, Jean Charest. Il a été réélu, minoritaire, puis majoritaire encore. Après, il y a eu Pauline Marois, un fait historique, première femme à gouverner le Québec, avec ses bons coups et ses mauvais coups. Et c'est là que tout a parti. Moi, je pense que ça partit à partir du gouvernement Pauline Marois et à travers la commission Bouchard-Taylor, où tous les événements qu'on a nommés les accommodements raisonnables. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu une petite secousse. Une petite secousse de 1, 2, 3 sur l'échelle de Richter de la prise de conscience des immigrants, de la prise de conscience de la société québécoise d'une présence immigrante différente de celle qu'ils avaient l'habitude avant. La société québécoise était habituée avec l'immigration haïtienne ou l'immigration italienne, l'immigration irlandaise, l'immigration portugaise, mais en grande partie l'immigration libanaise, mais en grande partie même l'immigration libanaise était de confession chrétienne. Mais dans les années 2000, fin 90 et les années 2000, il y a eu une grande vague. Grande, c'était juste quelques centaines de milliers à ce moment-là. Mais par rapport à la société québécoise, elle était quand même importante et sensible. Donc, on a commencé à sentir une présence musulmane, une présence arabe, une présence africaine, mais de confession musulmane. Et ça, on a commencé à le sentir de façon visible, à travers la présence du voile dans la société, à travers certaines revendications de certaines personnes qui ont abusé du système et abusé de la gentillesse, si je peux appeler ça ainsi, de la société québécoise, à revendiquer des choses qu'ils ne pouvaient même pas revendiquer chez eux, dans leur pays d'origine. Mais ça, c'est un autre débat et chacun aura la position qu'il aura, puis on n'est pas là pour débattre là-dessus parce qu'on ne pourra jamais se convaincre. Chacun a sa façon de voir son intégration dans son pays. La mienne, c'est que tu arrives dans un pays, c'est un pays qui t'accueille. Tu prends le temps de connaître ce pays, tu prends le temps de comprendre le pays où tu vis, de comprendre ses traumatismes, de comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il est aujourd'hui, et tu fais attention avec ça. Et si toi, en tant que génération, tu dois te sacrifier pour laisser la prochaine génération peut-être avoir plus de droits tranquillement et de façon harmonieuse dans cette société qui a toujours été dans la discussion et le débat. Elle a toujours refusé les conflits. La société québécoise est une société particulière qui a toujours refusé les conflits ou tout ce qui va sortir des conflits. Parce que, oui,
les Québécois, ils sont gentils. Oui, les Québécois, ils sont très ouverts. Oui, tous les clichés que tu as avant d'arriver ici. Mais il ne faut pas en abuser. Quand on abuse, ils vont réagir, puis ils réagissent mal. Et souvent, maladroitement. J'ai été témoin de ça et je sais que ça va pas plaire à certains Québécois, mais je suis là pour dire les vérités des deux côtés. Alors, ce qui a changé dernièrement au Québec dans les 5 dernières années, c'est la COVID et toute l'immigration massive qu'il y a eu après la COVID, initiée par le gouvernement fédéral, qui a fait rentrer presque 1 million d'immigrants, même plus qu'1 million d'immigrants en une année quasiment. Peut-être un peu plus qu'un an, mais en tout cas, ça reste quand même, même si on le mettrait sur 2 ans, ça reste quand même extrêmement, extrêmement important et significatif. Parce que un pays comme le Canada, avec aux alentours d'une trentaine de millions d'habitants, et tu arrives avec 1 million d'immigrants de différentes cultures, de différentes origines, de différentes confessions, tu reçois autant de monde. Oui, les gens vont dire, mais le Canada, c'est très, très grand et très vaste. Oui, la géographie est vaste, mais les villes, ils sont concentrés. Toutes les migrations qui arrivent, elles se concentrent. Montréal, Toronto, Vancouver. Et dernièrement, ça commence un petit peu Québec, mais pas vraiment autant que Montréal, autant que Toronto et autant que Vancouver. Et malgré ça, ça a créé des problèmes même dans la ville du Québec et de sa banlieue. Donc, cette immigration massive qu'il y a eu a fait réagir les Québécois d'une façon extrêmement, extrêmement importante et extrêmement agressive. Surtout que c'est arrivé dans un contexte post-Covid où il y avait eu un déclin économique, problème de chômage. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que ça soit vraiment un terreau pour faire apparaître un certain courant que de xénophobie. Parce que je suis certain qu'en grande majorité de ces personnes, ce ne sont pas des racistes purs et durs. C'est simplement des personnes qui, qui ont vu leur Québec changer, qui ont vu le Québec qu'ils ont connu se transformer, l'arrivée de nouvelles personnes avec des nouveaux codes vestimentaires, des nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de faire les choses. La, comment dirais-je, tout en étant poli. Et certains, certains rapaces des réseaux sociaux, certains rapaces des radios poubelles qui ont juste l'objectif de gagner de l'argent sur le dos de tout ce qui peut faire le buzz et tout ce qui peut être un scandale, ont utilisé ces derniers événements pour exister eux-mêmes et gagner de l'argent sur le dos de certains événements minimes qui, oui, doivent être combattus, ou je ne sais pas, je m'excuse, je perds mon français quand ça vient me chercher comme ça, parce que j'ai des images de certains événements qui ont été mis de l'avant, qui ont été mis sous le projecteur, et on les a rendus tellement grandioses et fait peur à toute la population québécoise qui est à l'extérieur de Montréal et de Québec, en leur disant, regardez ce qui vous attend, regardez ce qui s'en vient dans votre région, alors que le gros problème, pas le problème, mais la plus belle qualité que moi je trouvais dans le Québec, c'est quand j'avais marre de Montréal, quand j'en avais marre de Montréal et des problèmes de Montréal et de la fermeture d'esprit qui existe à Montréal et du racisme qui existe à Montréal, j'avais juste à prendre ma voiture et partir en région et partir en voyage en région et je retrouvais le vrai Québec et les vrais Québécois. Mais malheureusement, dernièrement, ça a beaucoup changé. Moi, quand je suis arrivé, il y a à peu près 22 ans, ma femme est d'origine canadienne, originaire québécoise, originaire de l'Abitibi. Je suis allé en voyage en Abitibi avec elle pour rencontrer la famille là-bas. J'ai rencontré de magnifiques personnes. J'ai découvert des personnes. Oui, moi aussi, je suis parti avec une appréhension puis une crainte parce que c'est loin de Montréal.
pas beaucoup d'immigrants à ce moment-là. À Rouen-Noranda, à ce moment-là, dans l'Abitibi, les immigrants, ils se comptaient sur les doigts d'une main, si je peux me le permettre. Mais j'ai découvert des gens extrêmement ouverts, extrêmement gentils, puis ils le sont encore avec moi quand je vais parce que je fais partie des, eux autres maintenant. Mais dernièrement, à chaque fois que je voyage dans la région au Québec, partout où je vais, et je voyage pas mal, je découvre un paradoxe. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans la région. Il y a de moins en moins de jeunes en région. Il y a beaucoup de problèmes d'emploi, beaucoup de problèmes de chômage, beaucoup de problèmes de trouver des travailleurs pour les business qui fonctionnent. Mais en même temps, il y a une grande crainte, il y a une grande peur des immigrants qu'on ferait venir pour travailler dans ces régions-là. Donc, pour moi, ce qui a changé dans les dernières années, c'est vraiment cette ouverture qu'il y avait au Québec. Ce qui a rendu les choses beaucoup plus difficiles et beaucoup plus compliquées. Avant, quand tu arrivais ici au Canada et au Québec, je parle du Québec et de Montréal et que je connais, je ne parlerai pas de l'immigration dans le côté anglophone, mais l'immigration dans le côté francophone, tu venais ici, tu parlais le français, le loyer était vraiment pas cher par rapport à tous les autres pays d'immigration qui existaient à ce moment-là, quand tu devais faire ton choix ou immigrer. Beaucoup de gens choisissaient le Québec pour venir, Montréal en premier parce qu'on débarque par l'aéroport de Montréal et on s'installe. On trouve un logement. Les logements étaient vraiment beaucoup moins chers qu'aujourd'hui. C'était même pas un problème ni un souci de trouver un logement il y a 20 ans. Le, le problème était que vous aviez le choix. Aujourd'hui, il n'y a plus de choix. C'est extrêmement difficile de trouver un logement. Vous arrivez ici, vous parlez le français, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué au début. Parce que le seul souci et le seul problème dont on devait se soucier à ce moment-là, c'est de trouver un logement, de trouver un travail. Le logement était facile à trouver, le travail était facile à trouver aussi. Oui, ce n'était pas le travail de ses rêves dès le début, et ça, c'est le processus normal, mais c'était très facile de trouver un travail qui te permettait de gagner au moins un peu d'argent pour ne pas vivre juste sur tes économies. Et tu avais tout de suite un toit où te loger pour te permettre de te concentrer sur ton effort de recherche de travail. Je veux pas tomber dans l'idéalisation de l'avant et d'aujourd'hui et faire juste une vidéo nostalgique. Ah, c'était mieux avant, et aujourd'hui c'est plus. Non, c'est vraiment pas de la nostalgie. C'est une réalité. C'est vraiment une vraie réalité. Immigrer au Québec aujourd'hui est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez des vrais conseils, vous voulez des vraies informations. Alors, ça va être ça mon rôle de vous donner ces informations. Une fois qu'on trouve le logement, on commence à se concentrer sur son travail. C'était vraiment facile avant. On envoyait des CV. Sincèrement, j'envoyais peut-être 10 CV. J'avais 2, 3 appels pour des entrevues. Et je me rendais aux entrevues, je passais les 3 entrevues. Et je devais être choisi, je dirais facilement 2 sur 3. Et je devais choisir, moi, quel travail qui me convenait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends des jeunes, j'entends des nouveaux arrivants qui envoient des centaines de CV. Et même la réalité du prénom à connotation arabo-musulmane, ça devient extrêmement difficile de trouver un travail ici, au moins de décrocher des entrevues. C'est une réalité, ce qui ne l'était pas avant. Alors, mais en même temps, venez pas me dire que le Québec était raciste et les Québécois étaient racistes à la base. Non, il y a eu un changement. C'est pour ça que je me permets toujours de dire que la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes. C'est juste le contexte actuel a fait changer les choses. D'un côté, il faut le comprendre, il ne faut pas le justifier, mais il faut le comprendre pour qu'on puisse des deux côtés trouver une solution. Ça ne viendra pas juste de nous et ça ne viendra pas juste de eux.
Et c'est souvent dans ce piège qu'on tombe, c'est que les Québécois attendent que nous, les immigrants, on fasse toutes les démarches de notre côté. Et nous, de notre côté, les immigrants, on se dit, ben, moi, vous m'avez accepté comme migrant, ben, vous devez tout faire pour m'accepter comme je suis. Non, 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 pas du tout. C'est pas ça une immigration. Ça, c'est un conflit. Ça s'appelle un conflit d'intégration. Une immigration, c'est trouver une façon de comprendre l'autre des deux côtés, de le comprendre, d'avoir une certaine empathie. Oui, nous aussi, immigrants, on doit avoir une certaine empathie envers la société. Cette société où on vient, elle existait avant qu'on vienne. Elle n'attendait pas notre arrivée pour commencer à se construire. Donc, il faut l'étudier, il faut la connaître, il faut comprendre son histoire, il faut comprendre ses traumatismes. Que tu sois d'accord avec ou non, que ça te concerne ou non, c'est pas ça la question. Mais il faut les comprendre, ces traumatismes. Une fois que tu comprends le traumatisme de quelqu'un, ben c'est quoi le réflexe normal? C'est juste d'essayer de ne pas lui faire mal. Alors, avec notre présence, avec nos revendications, avec notre façon de faire, notre façon d'essayer de s'intégrer, on doit aussi ne pas provoquer. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup, beaucoup de ma communauté, je le sais. Mais avec cette vidéo et cette chaîne, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour dire des choses vraies, selon mon point de vue. Que vous soyez d'accord ou non, gardons juste le respect, s'il vous plaît. J'ai une famille, j'ai des enfants, gardons le respect. Pas besoin de s'insulter. Argumenter, répondez, c'est tout à fait normal et je le prendrai, je l'accepte avec grand plaisir. Mais tombons pas dans les insultes, s'il vous plaît. Et si j'ai choisi de faire cette vidéo en français aussi, c'est pour éliminer une grande partie des personnes qui, comment dire, pour pas paraître hautain, mais c'est une réalité aussi, qui parlent deux, trois mots en français et qui vont commencer à juger. Quand tu parles en arabe, ils vont commencer à te juger, puis à insulter, puis j'ai pas envie de tomber là-dessus. Donc, je me permets de monter d'un niveau en parlant français pour qu'on puisse avoir une discussion qui est rationnelle, qui n'est pas émotive. Parce que quand on parle en arabe et en dialecte, je le sais que ça vient nous chercher dans les émotions, puis on réagit avec émotion. Moi, je suis le premier. Quand je parle, quand je parle en arabe, il y a des moments où je vais arrêter la vidéo parce que ça me touche et je ne suis pas capable de continuer. Par contre, quand je parle en français, le rationnel embarque souvent. C'est souvent ma réflexion qui va prendre le dessus plus que mes émotions. Alors, donc, on arrive ici, on est confronté à ces problématiques que j'ai décrites, puis on a un choc identitaire. C'est d'essayer de trouver sa place. Qui tu es, quelle est cette société où tu vis, quelle place tu dois trouver, est-ce que je dois me renier pour intégrer ou est-ce que je dois rester fidèle à moi et à ma société d'origine pour ne pas sentir que j'abandonne une partie de moi? C'est souvent ce choc qu'on vit en tant qu'immigrant et que souvent les Québécois ne comprennent pas. Pour eux, c'est logique. Tu viens dans un pays, tu veux essayer de t'intégrer dans ce pays, ben, tu dois te répartir de certaines choses de ta culture et de ton pays d'origine. Nous, en tant qu'immigrants, dans les premières années, c'est aux sociologues de nous le faire expliquer, de nous le faire comprendre. Moi, je l'ai compris avec les années, mais je ne me permettrai pas d'expliquer ça comme un expert. Mais on a une nostalgie, on a de l'amour pour notre pays d'origine, même si on l'a quitté. Et on a cette équation dans notre tête au début que si je m'intègre trop, forcément, je vais laisser de côté une partie de moi, je vais trahir un héritage que mes parents m'ont transmis. Et c'est le même réflexe qu'on a aussi avec nos enfants. Dans certaines situations, on est, on est là à se poser la question, nos enfants sont en train de trahir l'éducation qu'on leur donne, sont en train de trahir notre héritage, sont en train de trahir la transmission qu'on essaye de leur donner. Ils sont en train de se déconnecter avec leur pays, le pays d'origine de leurs parents. Donc, on est dans les premières années, et si on ne prend pas le temps de réfléchir et d'avancer là-dessus dans cette réflexion, ben, on va rester bloqué là-dessus et ça pose beaucoup de problèmes. Par contre, si on fait le chemin
en tout cas que moi j'ai fait, le chemin de me dire, il faut que j'assume mes choix. Il faut que je sois cohérent avec mes choix. J'ai choisi de quitter mon pays. Personne ne m'a forcé. Je ne suis pas un réfugié. Je n'ai pas fui la guerre. J'ai choisi de quitter mon pays pour venir dans un nouveau pays qui va m'offrir plein de choses, mais qui va me demander quand même de faire certaines choses. Alors, c'est juste logique d'avoir cette reconnaissance à cette société qui nous accueille, qu'on puisse se répartir de certaines choses, ou du moins qu'on puisse les mettre dans notre ordre d'importance un peu moins que les autres, les autres choses qui vont nous permettre de réussir une intégration. Il n'y a pas, je cible pas quelque chose en particulier parce que je sais que certains vont dire là tu parles de la religion. Pas du tout, pas du tout. Il y a toujours moyen de pratiquer sa religion, d'être bien dans la pratique de sa religion, simplement être cohérent avec le temps et l'espace et l'environnement dans lequel tu vis et de prendre ta pratique dans sa globalité. Tu es ici, tu vis avec des gens qui ne partagent pas la même religion que toi. Alors, un respect doit être présent aussi. Après, chacun va trouver la façon intelligente pour pratiquer sa religion sans heurter et sans choquer et laisser le temps aussi aux autres générations de faire leur bataille. On n'est pas obligé de gagner toutes les batailles aujourd'hui dans notre génération à nous. Parce que nous, on n'est pas nés ici, on n'est pas, même si on a la citoyenneté, même si on est Canadien, même si on est Québécois, on ne le sera jamais assez pour les autres de l'autre côté. Par contre, nos enfants qui sont nés ici, qui vont grandir ici, qui vont connaître cette culture beaucoup plus que nous et beaucoup plus rapidement que nous, eux vont avoir leur combat à mener aussi avec les enfants de cette génération qui bloque actuellement. Donc, laissons le temps faire son temps. Il ne faut pas chercher tout de suite à gagner toutes les batailles. On n'est pas obligé. Focalisons-nous sur ce qui est important aujourd'hui. C'est nos enfants, l'éducation de nos enfants et la réussite de nos enfants dans cette vie qu'on a choisie et que eux sont en train de subir. Ils sont en train de subir notre choix. C'est nous qui avons fait ce choix de venir dans ce pays. Eux, ils ne l'ont pas choisi, ils dealent avec. Donc, essayons de mettre notre énergie beaucoup plus sur ce point-là. Et tombons pas, s'il vous plaît, dans le piège des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de réseaux sociaux, j'en fais partie aussi, mais j'essaye de ne pas tomber dans ce piège-là, qui est de chercher le buzz, de chercher les clics, de chercher le nombre, de chercher les centaines de milliers, parce que malheureusement, ça va être une réalité avec laquelle il va falloir dealer dans les prochaines années, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau politique, il va falloir tenir compte de cet aspect. Et j'espère qu'on aura les politiciens qu'il faut, parce que honnêtement, on ne les a pas. On ne les a pas et on ne les a jamais eus dans les 20 dernières années. Depuis que je suis ici, on n'a jamais eu des vrais politiciens. J'ai entendu parler des anciens politiciens qu'il y avait avant. Mais depuis que je suis ici, et je suis très politisé, et je suis beaucoup la politique à chaque élection, et même entre les élections, pas juste durant les élections, mais sincèrement, on a vraiment une carence, mais d'un niveau, en tout cas, c'est un autre sujet. Là, il ne faut pas que je parte sur la politique parce que je suis passionné de politique et je trouve ça vraiment, vraiment dommage que les gens qui ont cette flamme humaine dans la politique, ils ne durent pas longtemps. Je pense à Gabriel Nadeau-Dubois, même si je ne partage pas tous ses points de vue, mais pour moi, dans les 20 dernières années, c'est le politicien qui m'a le plus touché. Et je dis quand même, malgré le fait que je n'étais pas d'accord avec quelques-unes de ses positions, mais des politiciens comme ça, j'en veux. Et j'en veux dans tous les partis politiques, pas ceux qui me plaisent, même dans l'opposition, n'importe quoi. Mais au moins qu'on ait des politiciens humains qui pensent d'abord à l'être humain
avant de penser à leur parti politique, qui pensent d'abord au Québec de demain avant de penser à gagner une élection. Bon, c'est ma petite parenthèse politique. Alors, de quoi que je voulais vous parler? Parce que si vous regardez cette vidéo, vous voulez d'abord savoir, est-ce que j'émigre encore au Québec ou non? Est-ce que c'est encore le temps d'émigrer au Québec ou non? Je vous dirais que c'est devenu beaucoup plus difficile. Ce n'est plus impossible, mais ce n'est plus autant facile que ça l'était avant. Parce que sincèrement, l'immigration et l'intégration au Québec, elle était vraiment facile avant. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas juste de parler français, il ne suffit pas juste d'avoir des bons diplômes, un bon CV, il ne suffit pas juste d'avoir un petit peu d'économie qui te permette de vivre quelques mois. Aujourd'hui, si tu viens au Québec, il faut vraiment que tu amènes avec toi le maximum d'argent que tu peux. Pour moi, viens pas avant d'avoir un minimum, mais c'est vraiment si tu veux, tu es pressé de venir, un minimum de 6 mois de loyer et de vie, de tout ce que tu as besoin pour vivre et survivre dans tes 6 premiers mois. L'idéal, ça serait une année. Moi, aujourd'hui, avant, je disais à mes amis qui me posaient des questions, je leur disais, bah, écoute, viens avec 2, 3 mois de loyer, puis en 2, 3 mois, tu vas trouver un travail, puis ça y est, tu enclenches ton processus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut que tu arrives vraiment avec au moins 1 an de salaire. Tant mieux si tu vas arriver trouver quelque chose rapidement et tout, mais au moins pour que tu aies cette tranquillité d'esprit et que tu diminues un petit peu ce stress qui va t'empêcher de réussir tes prochaines étapes, au moins écoute ce conseil. Le deuxième conseil, essaie de t'informer un petit peu sur la société où tu vas arriver. Essaie de t'informer beaucoup sur l'histoire du Québec. C'est vraiment, ça fait un petit peu, je ne sais pas comment le qualifier, mais ça fait un peu bizarre peut-être de le dire. Toi, tu viens, tu penses à ton avenir et moi, je te dis, informe-toi sur le passé. Mais tu vas voir, ça va te servir. Il y a des choses des fois qu'on ne peut pas expliquer, mais qui servent après et tu vas t'en rendre compte le moment venu. Essaie d'apprendre à parler anglais. Vivre à Montréal, c'est vraiment, tu dois parler anglais. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Loin de tous les débats politiques. Moi, je donne des conseils. Je ne dis pas que ça y est, il faut que on accepte cela, puis c'est comme. Non, je fais juste dire que en tant qu'immigrant, quand tu arrives ici, ramène avec toi le maximum d'atouts en attendant que cette question identitaire et linguistique soit réglée par les Québec et les Québécois. Ben, au moins, toi, quand tu vas arriver, essaye d'apprendre à parler un minimum d'anglais. De toute façon, le processus d'immigration dure quelques années, alors tu as largement le temps, si tu as la volonté vraiment, de réussir ton projet d'immigration. Si tu es une famille, viens tout seul au début. Et que tu décides d'immigrer avec ta famille, tes enfants, ben viens tout seul au début. Ce n'est pas la peine d'amener ta femme ou ton mari et tes enfants, mais arrive tout seul au début. C'est dur, mais au moins, c'est pas obligé que tout le monde vive les difficultés du début, surtout jusqu'à temps que tu trouves un logement. Quand tu trouves un logement, tu as un bail pour une année, alors à partir de là, tu peux faire tes plans par la suite. Le marché du travail a beaucoup changé. On n'est plus dans le marché du travail d'avant où c'était facile de trouver de la job juste en faisant le tour, puis en envoyant des CV, puis on trouve facilement. J'ai remarqué, je suis quand même un petit peu l'économie, et j'ai remarqué que dans peut-être les 6 derniers mois, au niveau des logements, ça s'est amélioré. Je ne dis pas que c'est comme avant, mais ça s'est amélioré par rapport à post-Covid. On commence à avoir beaucoup plus de logements à louer. On commence à trouver des loyers qui sont un petit peu moins élevés qu'elle était. Ils sont encore élevés par rapport à ce qu'on a connu. Je ne pense pas que ça va revenir, mais je pense que si ça continue à chuter au niveau économique,
les loyers vont diminuer encore de quelques centaines de dollars bientôt. Mais c'est juste mon analyse personnelle à moi. Par contre, trouver un travail, c'est devenu un peu plus difficile parce que l'économie stagne, parce qu'on a des problèmes avec le voisin américain. Alors, il y a de l'incertitude économique. Donc, pour l'instant, si moi, je dois donner un conseil à un ami, je vais lui dire, si tu travailles déjà dans ton pays d'origine, reste là-bas, continue à travailler, ramasse ton cash, comme on dit, ramasse ton argent, ramasse le maximum que tu peux et accumule ton expérience professionnelle et apprends à parler anglais et informe-toi sur la société d'accueil et continue à faire tes démarches de recherche d'emploi à distance. Si tu as ta résidence permanente, ben, de toute façon, si tu trouves un travail, tu vas pouvoir venir à ce moment-là directement avec une promesse d'embauche, si c'est possible. Mais de venir maintenant, actuellement, je trouve que c'est pas le bon moment pour venir ici. Je vais terminer cette vidéo que, oh mon Dieu, je vois que ça dure 36 minutes depuis que j'ai commencé à parler. J'espère que le son est bon. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais il y a un petit peu de vent ici. Un petit message que je voudrais vers la fin lancer à mes Québécois. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui commencent à écouter ma chaîne. Je veux juste vous dire, s'il vous plaît, les immigrants, quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas juste avec des valises. Ils n'arrivent pas juste avec des enfants que l'immigration a besoin pour enrichir les caisses plus tard et profiter de leurs compétences et de ce qu'ils vont devenir dans le futur, tout métier confondu. Je n'aimerais pas. Ils arrivent avec une histoire. Ça, il faut en tenir compte parce que souvent on oublie. Ces immigrants-là, ils arrivent avec une histoire. Ils arrivent après un long processus d'immigration. Ils arrivent souvent fatigués aussi. Ils arrivent après avoir fait des sacrifices juste pour venir ici. Et un des grands sacrifices qu'ils font, et ça, je ne pense pas que vous serez capable de le comprendre. Non, je m'excuse. Je ne pense pas que vous serez capable de le sentir. Je suis sûr que vous êtes capable de le comprendre théoriquement, mais de le sentir réellement, émotionnellement, je ne pense pas. À part quelques-uns qui ont voyagé, qui sont expatriés à l'extérieur du Québec quelques années, mais en grande majorité, on ne sait pas c'est quoi quitter sa famille, ses amis, son monde, sa langue, pour aller dans un pays, un nouveau pays, où il faut commencer dès le début, avec ses peurs, avec la pression de réussir, avec la pression que c'est un non-retour. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as tout vendu, tu as tout sacrifié, tu as dit bye à tout le monde, avec, avec l'idée que tu vas réussir une nouvelle vie et que eux ils s'attendent à ce que tu réussisses, que tu n'as pas le droit à l'échec. C'est ça qui est, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que quand tu arrives en tant qu'immigrant, pour ceux qui sont restés de l'autre côté de ta famille, tu n'as pas droit à l'échec. Donc, le poids de la famille, on le porte sur nous quand on arrive ici. Il y a aussi la nostalgie. Et on essaye de démêler cette société dans laquelle on arrive. On est des fois maladroit. Il ne faut pas nous juger sur une personne ou deux personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Essayez d'être curieux. Et croyez-moi, nous les immigrants, on est tellement contents quand un immigrant, une immigrante fait le premier pas vers nous. Des fois, on voudrait le faire, mais on n'a pas la langue, on n'a pas les codes, on est gêné, on a peur de ne pas commencer de la bonne façon, on a peur d'être mal compris aussi, on a peur de tomber dans des problèmes autres, même judiciaires des fois, parce que j'ai entendu des histoires. Je comprends des fois pourquoi on ne fait pas le premier pas avec la culture d'où on vient et des fois qu'est-ce que ça peut provoquer comme conséquence. Donc il y a tout ça qu'il faut tenir en compte quand vous le regardez aussi. Et essayons de faire un pas des deux côtés pour qu'on puisse changer cette dynamique qui s'est installée dans les dernières années, cette dynamique dont profitent les politiciens et les extrémistes des deux côtés, les nôtres et les vôtres. Ils s'alimentent, ils s'auto-alimentent l'un l'autre. Et nous, au milieu, les gentils, on est là au milieu,
des deux côtés, j'insiste, à juste subir les conséquences de toute cette haine qui s'installe. Alors qu'on pourrait tous ensemble construire un meilleur Québec, un plus beau Québec, un Québec riche, riche avec la culture que vous avez déjà et la culture qu'on a aussi à apporter et à transmettre. Oui, je vous entends, nous aussi on a des choses dont on doit se répartir, effectivement, mais il faut que ça soit fait dans une ambiance de fraternité, dans une, dans une logique de compréhension des deux côtés et pas dans une logique d'obligation. Parce que ce soit vous, que ce soit nous, on est pareil sur ce point-là. Quand on essaie de nous obliger, on réagit très mal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai essayé de partager avec vous ma réflexion sur ce sujet. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années et qu'est-ce que je constate personnellement, avec quand même un espoir qu'on puisse tous ensemble construire un meilleur Québec pour nos enfants qui n'ont rien à voir avec ça, qui demandent juste à vivre dans le pays où ils sont nés et être respectés. Et pourquoi pas aimer. Bonne journée à vous et à la prochaine vidéo.